Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette 11e capsule du réseau des aidants naturels. Donc, cette semaine, on a un invité qui est le président, M. Bertrand Fortier. Bonjour, M. Fortier, ça va bien? Bonjour, Martine, ça va très bien. Et Mme Oui. Saint-Georges, la coordonnatrice. Ça va bien, Mme Saint-Georges? Bonjour Martine, ça fait plaisir. Donc, cette semaine, on va parler, est-ce que l'aidant est un bénévole ou un professionnel? Selon vous, qu'est-ce que vous penseriez? Bien, en fait, je pense que on va davantage voir que, puis en jasant, on va voir quel est le rôle de l'aidant et on va pouvoir mieux définir si c'est un professionnel ou un bénévole à la fin. Mais je pense que M. Bertrand est ici parce qu'il a le goût de nous partager sa propre expérience d'aidant naturel aussi. Vous, selon vous, qu'est-ce que vous diriez que c'est? Est-ce que c'est un bénévole ou un professionnel? C'est ni un bénévole ni un professionnel, là, vraiment. Un aidant, c'est une case à part dans l'échiquier. Et en fait, on va essayer de regarder un peu ce que c'est l'aidant, puis par rapport aux bénévoles, puis par rapport aux professionnels aussi. Et les professionnels ont bien sûr dans notre organisme un appui à apporter aux aidants naturels aussi. Mais bon, on va voir que les aidants, ce ne sont pas des professionnels. On pourrait peut-être commencer par aller voir ce que les gens de la capsule, eux, en disent. Donc, allons voir la capsule sur le réseau des aidants naturels. Avant toute chose, un aidant naturel est un proche de la personne malade. La charge émotive est très grande dans la relation, car les deux personnes se connaissent très bien. Elles s'aiment et se côtoient depuis des années, voire depuis toujours. Ce n'est ni leurs études et ni leurs diplômes qui définissent leur rôle, mais seulement la proximité avec la personne malade et le don de soi. Avant d'être aidante, une personne cumule déjà plusieurs rôles dans la société, tant au niveau personnel que professionnel. Ce nouveau statut d'aidant naturel s'additionne aux autres, rendant encore plus complexe l'organisation du quotidien. Mais un aidant, c'est quelqu'un avant tout qui prend soin de quelqu'un d'autre. Habituellement, il prend soin de quelqu'un qui aime. C'est déjà en partant, je pense, le critère numéro 1. C'est vraiment de voir à son bien-être, dans la mesure du possible, le plus possible, puis jusque souvent au-delà de nos forces. On s'oublie souvent complètement pour aider la personne qui en a besoin. Je dirais qu'un bénévole, c'est souvent quelqu'un qui s'implique dans une cause qui lui tient à cœur, alors qu'un aidant, bien, la cause est là, puis il n'a pas le choix de la prendre. La personne qui devient aidante naturelle a aussi d'autres rôles dans la vie. Ça peut être une conjointe, ça peut être une belle-sœur, ça peut être la mère de, ça peut être la grand-maman de, hein? Ça peut être une femme qui fait partie d'un club optimiste. Elle a plusieurs rôles. OK? Mon expertise à moi fait en sorte que quand je reçois une proche aidante dans mon bureau, OK? J'ai ma paire de lunettes invisibles. Okay? J'essaie de regarder au niveau de cette proche aidante-là, qui est-elle? Hein? Dans quelle famille fonctionne-t-elle? Est-ce que c'est un couple de longue date? Est-ce que c'est un couple, une union récente? Est-ce que c'est un couple où il y a une dynamique dominant-dominé? Ou un couple égalitaire, hein? Ou un couple complémentaire? Est-ce que c'est une famille fermée où c'est très difficile, OK, de savoir quelles sont les règles, quels sont les secrets? Est-ce que c'est une famille dysfonctionnelle complètement? Est-ce que la personne a vécu antérieurement des situations d'abus, de négligence? Est-ce que la personne a un support aussi de son réseau? Okay? Est-ce que la personne a une santé mentale adéquate aussi? Alors, mon expertise à moi est d'apporter à l'équipe interdisciplinaire, okay, le portrait de la proche aidante et de l'aider, okay, à l'intérieur des services qu'on peut leur offrir. J'aime beaucoup aborder aussi avec les aidants la théorie des rôles, okay, parce que quand on comprend ça, on peut savoir, OK, pourquoi, OK, la dynamique familiale devient de la dynamite familiale. OK? Je m'explique. Quand on devient aidant naturel, OK,
je vais vous donner un exemple. Il y a Annette puis il y a Jean-Claude. Annette est atteinte de sclérose en plaques. Jean-Claude est travailleur, père de famille, conjoint d'Annette. Il est membre d'un club sportif. Puis la fin de semaine, bien, il coach une équipe de hockey. OK? Annette a la sclérose en plaques. Elle n'est plus en mesure de faire son entretien ménager. Ce qui peut arriver dans une situation, c'est que Annette peut s'attendre à ce que ce rôle-là, OK, au niveau de l'entretien ménager, soit d'emblée pris par Jean-Claude, ce qui n'est pas toujours le cas. Jean-Claude, culturellement, il n'en a jamais fait du ménage. Pourquoi il en ferait là actuellement? Il y a aussi sa charge de travail comme pourvoyeur, puis il y a à s'occuper des enfants aussi. Alors, vous voyez, on entre dans des conflits de rôle. Annette, elle s'attend à ce que son conjoint réponde à ce besoin-là. On appelle ça des conflits de rôle. Dans les rôles aussi, on peut assumer un rôle, mais être en désaccord avec le rôle qu'on assume et ne pas le dire. C'est là qu'avec notre paire de lunettes, on peut regarder ce qui pose problème et conflit. Dans la diade aidant-aidé, je vous donne un exemple, toujours avec Annette et Jean-Claude. Jean-Claude peut assumer le rôle que Annette souhaite, comme faire l'entretien ménager, tout ça. Disons que Jean-Claude, là, bon gars, il assume ce rôle-là. Puis, il est encore en équilibre au niveau de son travail, au niveau de ses loisirs, puis au niveau des besoins des enfants. Annette, qui a la sclérose en plaques, qui a des limites fonctionnelles, OK, même si le rôle est assumé, n'accepte pas que Jean-Claude, OK, le fasse ou le joue. Parce qu'Annette souhaite continuer ce rôle-là, malgré la maladie. On a tous un aidant naturel autour de nous qui travaille d'une façon gratuite et avec toute l'énergie que ça demande. Alors, il faut que la société supporte les aidants naturels parce que de toute façon, avec le vieillissement de la population, il va y en avoir de plus en plus. Donc, le système qui est déjà engorgé, alors imaginez-vous si on n'a plus d'aidants naturels au bout parce que les conditions seraient trop difficiles à supporter, ce serait vraiment une faillite pour le système de santé. Alors, le 80% du maintien à domicile est fait par les aidants naturels et le 20% par le système de santé. Donc, on voudrait qu'il y ait un équilibre entre les deux et tout le monde va être gagnant. Ça va être une collaboration formidable et ce serait une fierté nationale que de savoir qu'on a réglé le problème des aidants naturels ici au Québec. Donc, comme on vient de voir, on voit que on peut devenir aidant du jour au lendemain. Juste avant qu'on parle avec M. Fortier, une petite question comme ça. Des fois que ça arrive du jour au lendemain, notre conjoint tombe malade, puis on est obligé de devenir aidant. Mais quand on a des enfants en bas âge, ça peut pas les autres aussi, dans le sens, là, ils deviennent comme des aidants. Est-ce que ça peut pas faire vieillir un enfant en bas âge plus vite? Bien, c'est sûr que ça a un impact sur tout le système familial. Surtout les enfants vont être aussi affectés. Parfois, inconsciemment, l'enfant peut prendre des petites responsabilités qui, dans le fond, pour combler le vide qui est laissé, là, tu vas prendre une petite tâche, il peut se mettre à tondre le gazon plus rapidement. Qu'une tâche qu'il n'aurait peut-être pas faite avant peut-être 15 ans, bien, à 10-12 ans, il va se mettre à tondre le gazon ou il va faire des activités qui vont plier le linge, partir la laveuse. Probablement, c'est des tâches que il va accepter de faire parce que le système familial est déstabilisé. Puis c'est comme si tout le monde veut essayer de compenser pour rétablir un certain équilibre. Puis les enfants, bien, ils sont sensibles à ça aussi. Puis en quelque part, ils peuvent avoir une réaction spontanée d'entraide, veulent soutenir. Mais parfois aussi, il y a la réaction inverse. Il y a toute la colère, la frustration, la déception, que la famille n'est plus comme avant. Et puis là, bien, on a des enfants qui vivent un deuil plus difficile. Alors,
Puis ça aussi, hein, le réseau familial, l'intervenante en parlait, la dynamique familiale qui est déjà en place va influencer la direction que, comment va vivre cette situation les enfants dans la famille. Puis, paradoxalement, il peut y avoir un enfant qui la vit bien, puis l'autre enfant le vit moins bien, puis le troisième la vit très mal. Alors, non, c'est parce qu'on n'avait jamais abordé dans toutes les capsules, fait que peut-être c'est peut-être bon aussi d'en parler à un moment donné. Et effectivement. Et puis, il y a déjà eu une situation qui, en tout cas, nous avait été rapportée. C'était une jeune maman qui avait un cancer avec chimiothérapie, etc. Et c'était sa petite fille de 8 ans qui, après l'école, s'occupait de sa mère jusqu'à temps que son papa revienne. Alors, nous, on avait trouvé ça aberrant qu'un enfant de 8 ans prenne une responsabilité si lourde. Bien, comme ça, parce que c'est pas le rôle ou la tâche d'un jeune enfant. Alors, il faut quand même être vigilant par rapport à ça, jeter un regard avec plus de sagesse, plus de discernement. Est-ce que c'est le rôle d'un enfant de prendre cette tâche-là? Si ça vient une fois de temps en temps, mais quand ça devient du quotidien, ça veut pas, l'enfant va vivre un stress, mais est-ce que lui, il est équipé pour vivre ce stress-là? Oui. Alors ça, je pense que ça demande à être vigilant, avoir une vigilance. C'est une petite parenthèse que j'ai ouverte, mais que... Je trouve intéressant qu'on aborde ce point-là parce que finalement, on se rend compte que dans la loi 6 que la ministre Blais, Marguerite Blais, a mis au point en 2009, ça s'adresse aux personnes âgées. Et strictement, l'appui qui est l'organisme provincial et les appuis régionaux qui sont mis en place actuellement, aussi sont supposés de s'adresser aux personnes âgées uniquement. Mais pourtant, on sait que dans certains cas, quoique, on peut dire que dans la majorité des cas, les aidants naturels, c'est des aidants par rapport à des personnes malades, âgées, mais plus ça âgées. Arrive de plus mais ça arrive ici. que un enfant, tu prends soin d'un enfant, tu prends soin d'un handicapé, qui ne sont pas nécessairement des personnes âgées. Des fois, comme vous avez dit tantôt, la maman qui était jeune, puis que sa petite fille de 8 ans, c'est... Qui assume une responsabilité d'adulte, en fait. D'adulte, c'est pour ça. Puis on sait qu'aujourd'hui, les enfants qu'on met au monde, ils ont les caractères déjà tellement vifs, fait que tu lui imposes une tâche, elle a 8 ans, puis devenir avec un caractère d'un enfant de 10 ans. On a parlé depuis le début, on aborde le rôle des aidants naturels. J'aimerais ça, M. Fortier, par votre expérience, ce que vous avez vécu, c'est quoi vraiment le rôle d'un aidant? On peut aborder le rôle des aidants par le biais, par exemple, de qui sont les aidants actuellement, ce que je connais, et ce que je connais aussi par expérience. Alors, les aidants naturels, c'est des monsieur et madame tout le monde, à un moment donné, qui ça leur tombe dans leur vie. Et tout à l'heure, probablement qu'on parlera de bénévolat versus les aidants naturels. Et madame, dans le clip qu'on a vu avant, disait très bien que un aidant naturel, c'est quelqu'un à qui la tâche arrive et qui ne l'a pas choisi. Tandis qu'un bénévole, lui, choisit sa cause, choisit les personnes qu'il veut aider. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'aidant naturel, c'est pas un bénévole. Et le bénévolat, souvent, ça se fait à l'extérieur de la maison. Ça se fait auprès de personnes ou de causes extérieures. Tandis que l'aidant naturel, souvent, lui, ça se passe à la maison. Ça peut se passer en milieu d'hébergement aussi, bien sûr. Mais l'aidant naturel, il est là parce qu'il y a un parent, souvent, un conjoint, un ami, un enfant ou quelqu'un de la famille, puis c'est des gens qui sont près de lui. Donc, affectivement, l'aidant naturel est touché par la personne qui l'aide. Donc, ça, c'est un point qui est important à relever. L'aidant naturel, c'est une ressource en fait quasiment inépuisable parce qu'il est là souvent 24 heures par jour, dans le cas d'un aidant qui a un aidé à la maison. Donc, aussi bien au niveau physique, au point de vue du bien-être physique de la personne, qu'au point de vue psychique.
il est là pour soutenir la personne qui a décidé d'aider. Alors, quand l'aidant, ça arrive, ça, dans sa vie, bien sûr qu'il y a le choix. On a toujours le choix de dire oui, j'y vais, puis oui, je me sens à la capacité de faire. Mais par expérience, ce que je vois, moi, ça fait 4 ans que c'est arrivé, que ma conjointe a eu un diagnostic d'ataxie. Bien, je me rends compte que de vivre à la maison, puis encore là, c'est arrivé au moment où je quittais mon emploi, moi, pour la retraite. Donc, c'était, je dis toujours, c'était idéal comme scénario. Oui, parce que vous n'avez pas eu de deuil à faire de quitter l'emploi. Non, parce que c'était prévu. Puis c'est pas rien que le deuil qu'on a à faire de son emploi. Parce que l'aidant qui devient aidant et qui a encore son emploi, j'ai de la difficulté à imaginer ce que ça doit être comme vie. Puis ça dépend toujours aussi de la lourdeur de la maladie de notre aidé aussi. Bon, moi, j'ai comme l'impression d'entrer dans ce rôle-là d'une façon civilisée, dans le sens que j'avais plus mon travail, donc j'ai pu me consacrer complètement à ça. Et ma compagne, même si c'est une maladie qui va évoluer constamment, ça évolue pas du jour au lendemain. Donc, j'ai le temps de voir venir les choses, puis j'ai le temps de voir évoluer ça. Mais je me rends compte qu'au temps zéro, où j'ai décidé d'être un aidant, et puis 4 ans après, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que la relation que je vis avec ma conjointe à tous les jours, ça aussi, c'est quelque chose à vivre parce que là, on vit avec la maladie. On dit que quand on arrive à la retraite, déjà, c'est un contrat de réapprendre à vivre avec notre conjoint à plein temps. Alors, quand il y a un troisième partenaire qui a la maladie avec nous autres, c'est autre chose aussi. C'est un autre contrat. C'est un autre contrat. Puis, le fait d'être là tous les jours, même si c'est pas épuisant chaque jour, on se rend compte qu'à l'usure, on se sent plus fatigué, on se sent plus agacé par des choses qui se passent et tout ça, parce que, justement... Alors, on peut penser qu'après 15 ans, comme moi, dans mon cas, la maladie, possiblement que dans 20 ans, ma conjointe va être encore là, mais ses capacités vont avoir diminué. Donc, la fatigue augmente avec les années, mais la lourdeur de la tâche aussi augmente avec les années. Donc, c'est à considérer tout ça. Alors, je pense que quand on décide d'apporter de l'aide à une personne, on n'est pas tout à fait conscient à ce moment-là de ce que ça implique, cette tâche-là. On l'apprend au cours des jours, au cours des années. Parce que d'apporter du soutien moral et physique à tous les jours, ça devient lourd avec le temps. Donc, moi, je dis qu'un aidant, c'est quelqu'un aussi qui a la capacité de se régénérer. C'est quelqu'un qui a la capacité de se tenir en équilibre. Et pour ça, ben, le réseau des aidants naturels est là pour ça, entre autres. Est là pour ça, pour aller discuter avec des personnes au café rencontre. Mais moi, je me suis engagé dans le réseau, au conseil d'administration, à mettre du temps là. J'ai toujours mis du temps, il y a longtemps que je mets du temps dans des organismes. Et je trouve que c'est important pour moi de continuer à faire ça, pour mon équilibre, justement, psychique, parce que de passer 24 heures à la maison avec son aidé, je pense qu'il n'y a personne qui peut faire ça 10 ans, puis 15 ans, puis 20 ans de temps. Je pense qu'il faut aller à l'extérieur. Et tout l'aspect, à ce moment-là, de la sortie de la maison, d'être capable de sortir de la maison. Comment tu arrives à sortir de la maison? Parce que au cours des jours puis au cours des années, souvent, tu t'isoles à la maison. Et si tu n'as pas eu la prévoyance de t'informer, puis de te former, puis de savoir ce qui t'attend un peu,
et que tu es resté à la maison, bien, il y a des grosses chances que tu sois là puis que tu aies de la misère à t'en sortir à un moment donné parce que tu ne connais pas les services qui existent. Alors, le réseau des aidants naturels est justement là pour ça, pour donner ce genre de service-là, pour permettre des cafés-rencontres, de se rencontrer, pour permettre des formations qui sont nécessaires aussi. À tout point de vue, on a eu une formation sur le RCR, réanimation et tout ça. Oui. Bien, c'est des connaissances, mais c'est une façon aussi de sortir de chez toi puis d'aller entrer en contact avec d'autres personnes et te faire aller le cerveau un petit peu aussi dans tout ça. Ça nous fait changer le mal de place un Exactement. C'est important. Oui. Donc, quand on décide de faire ça, on n'est pas au courant de tout ça, mais on l'apprend tranquillement avec le temps. Et je pense qu'il faut rester... c'est important de rester serein dans tout ça. Oui. Mais pour le faire, il faut aller chercher des ressources. Et je voulais en arriver justement, pour sortir de la maison, souvent les gens ne voient pas comment ils peuvent sortir de la maison parce qu'ils sont pris à la maison avec la personne aidée. T'as beau avoir des enfants, moi j'ai 2 filles, mais mes filles sont à Montréal, alors c'est utopique de penser que c'est eux autres qui vont prendre la relève à la maison pour me libérer. C'est impossible de penser ça. Et c'est impossible de penser que ça va être la famille, que ça va être ma soeur ou bien mon frère qui vont venir mettre du temps à la maison quand ils restent à Québec au Diable Vert. Donc, il faut trouver d'autres moyens que ça. Et le réseau des aidants naturels est là, justement, à travailler actuellement à obtenir des heures de répit pour ces gens-là qui sont à la maison tous les jours et pour leur permettre de sortir de chez eux et d'avoir quelqu'un de confiance qui vienne à la maison pour prendre soin de l'aider à leur place. Et ça, c'est précieux. C'est précieux, puis actuellement, on sait qu'on n'arrive pas à obtenir suffisamment d'heures de répit pour ces gens-là. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, puis plus ça va, plus il y en a des gens qui sont dans ce cas-là d'aidants naturels. Au Québec, actuellement, bien, madame en faisait mention, 80% des services donnés à domicile le sont par des aidants naturels. C'est énorme. C'est énorme le nombre d'heures que ça représente. Et c'est énorme le nombre, les sommes d'argent que ça économise au gouvernement, le fait que les gens restent à la maison pour s'occuper de leurs proches. Et je pense qu'éventuellement, il est grand temps. Depuis quelques années, je pense qu'il y a eu des pressions populaires auprès des gouvernements. Madame Chloé Sainte-Marie, entre autres, a été partie prenante de tout ce cheminement-là. Donc, oui, c'est en marche. Les gouvernements commencent à reconnaître certains services à certains niveaux. Je crois que dans le dernier budget, il y a eu de quoi par rapport aux aidants. Au crédit d'impôt, entre autres, oui. Et oui, on dit qu'on va accorder des sommes d'argent aussi au regroupement qui s'occupe d'aidants naturels. C'est bon à entendre, mais on trouve toujours que ça ne vient pas assez vite. Oui. On espérait que ça débloque plus rapidement que ça. Parce que pour être effectif, un regroupement comme le nôtre, un réseau comme le nôtre, ça prend des ressources quelque part. Ça nous prend des sous, ça nous prend des heures de répit. On est là à dire aux aidants naturels, oui, on va essayer de vous obtenir des heures de répit pour vous permettre de sortir de chez vous. C'est beau de le dire, mais il faut les obtenir, ces ressources-là. Moi, une question, peut-être, ça n'a pas rapport. C'est sûr que moi, bon, je ne suis pas une aidante. Je fais partie du réseau des aidants naturels, mais je ne suis pas une aidante. Bon, vous me dites tantôt, des fois, que c'est lourd à peser quand on est un aidant. Mais quand arrivent, des fois, les changements de saison, comme exemple à l'automne, où ce que la luminosité baisse, le moral, est-ce que dans ce temps-là, il peut être un peu plus atteint ou est-ce que ça peut... Comment qu'on vient qu'à gérer
pas le stress, mais les changements. Les changements qui sont aussi banals que le changement de saison. Pour nous, mais les personnes normales, les personnes qui sont en bonne santé ressentent ces effets-là. C'est ça. Donc, quand on a un problème... le fait d'être... bon, puis les aider, les personnes souffrantes, probablement elles ressentent encore davantage ces phénomènes-là. Et les aidants qui sont alentour, bien certains, sont affectés davantage c'est probablement. Une question niaiseuse, mais... Ah, mais c'est tous ces petits aspects-là qui font que le rôle de l'aidant est indispensable, est important. Mais c'est tous ces petits aspects-là aussi qui le rendent plus lourd à certains... Et plus vulnérable aussi. Oui. Et plus vulnérable. Et dernièrement, il y a la protectrice du citoyen. La protectrice du citoyen, c'est que nous, les aidants naturels peuvent, par exemple, s'ils pensent qu'ils ont droit à un service, puis que le service est refusé dans une institution du ministère de la Santé et des Services sociaux, bien, il y a toutes sortes d'endroits où on peut faire nos revendications, faire des plaintes. Et le dernier recours, c'est souvent la protectrice du citoyen. Et dernièrement, il y a eu un rapport qui est sorti par la protectrice du citoyen qui mentionne qu'effectivement, le ministère de la Santé, qui avait proposé un grand virage, vieillir chez soi, n'a pas mis les services et les sous pour justement que ce virage se fasse bien. Et la protectrice dénonce dans son rapport qu'il y a des lacunes à cause de ça, que justement, il n'y a pas suffisamment d'argent pour donner des services, par exemple, de répit, de soutien à domicile. Alors, ça vient confirmer que les aidants naturels ont énormément besoin de support. Et une des missions de notre organisme, c'est sûr qu'on accompagne puis on soutient les aidants individuellement et en petits groupes, mais aussi par notre mission, on a aussi à faire part justement, soit à l'Agence de santé et des services sociaux, par l'intermédiaire d'un autre organisme, l'appui Lanaudière, au ministère de la Santé et des services sociaux, qui sont notre gros bailleur de fonds, qu'il y a des sous qu'il faut qu'ils soient aussi directement offerts aux aidants naturels. Parce que mettre une structure administrative, c'est bien beau, mais est-ce que l'aidant va en bénéficier au bout de la ligne? Et puis parce que c'est l'aidant qui en a besoin. C'est lui qui porte 80 de la tâche. En ce moment au Québec. Et le restant est assumé par les institutions du ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, je pense qu'on voit bien que le rôle d'aidant, c'est pas un professionnel, parce qu'il n'est pas rémunéré, c'est pas un bénévole non plus. Je pense que c'est une personne qui accepte, parce qu'il y a un lien affectif avec une personne, un individu, ça peut être dans la fratrie, un parent, un conjoint, de partager ce moment de vie-là. Mais on espère, en tout cas, que ce moment de vie-là soit le plus agréable possible pour l'aidant naturel. En tout cas, je pense que c'est l'objectif que le réseau des aidants naturels vise. Peu importe la catégorie d'aidant, on peut être un jeune aidant comme une personne aidante âgée. Nous, dans notre organisme, on ne fait pas de distinction. C'est important de le rappeler à la population. Alors, si vous êtes une jeune maman d'un jeune autiste ou d'un enfant handicapé, vous êtes une aidante naturelle, ou un papa aussi, parce qu'il y a des papas qui vivent aussi ce rôle-là. Alors, n'hésitez pas à prendre contact avec le réseau des aidants naturels. On est là aussi pour vous. Le temps file. Je pense que ça va quasiment être le mot de conclusion. Peut-être juste en 30 secondes, M. Fortier, le conseil que vous auriez à donner, vous, en tant qu'aidant à la population, là, en quelques secondes, ce serait quoi, là? Ah ben, j'ai en tête une formation qui va partir au CLSC bientôt. Et cette formation-là, pour les aidants naturels, moi, c'est de cette façon-là que je suis venu aux aidants naturels et je pense que c'est une façon extraordinaire d'entrer dans ce milieu-là. Ça nous donne une formation de ce que c'est, ça nous donne déjà une connaissance de ce qui nous attend un peu.
Mais je pense que c'est une très bonne façon d'y accéder. Donc, il y a des beaux outils qui sont puis de ne pas se gêner d'aller les chercher. Non, tout à fait. C'est ce qui complète, parce qu'on aurait pu déborder et en dire encore plus. Encore une fois, M. Fortier, merci. Vous êtes venu à quelques reprises, puis le mois prochain, c'est la dernière capsule. Oui, effectivement. Et on va parler du deuil. Oui, effectivement. La vie après d'un ex-aidant, après le départ de l'aidé. Et merci de nous accorder cette opportunité-là, de nous exprimer. Ça nous fait plaisir, puis nous, ça nous aide à donner à la population les outils qu'ils ont besoin. Merci encore une fois. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine à tous et on se revoit le mois prochain pour la vie après en tant qu'ex-aidant. Bonne semaine à tous. Je suis Alexandre Girard et vous écoutez CTRB TV. Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Eh bien, bonjour, je suis Pauline Desalliers du duo Pauline et Robert. J'aimerais vous faire voir et entendre un extrait de mon tout nouveau DVD qui a pour titre « Mes plus belles compos ». Pour vous le procurer, vous pouvez me rejoindre au 450-835-5283 ou par courriel. Merci. Le linge partout qui traîne, les jeunes, ça se ramasse plus. Moi, j'ai pas été élevé de même, des fois, je me demande où je suis rendu. Puis on a chanté, puis on a joué, on s'est fait du fun, on s'est mal dansé, une caisse de bière, avec un bon brandy, ça s'est passé de mal, dans le bout de la baie. On conserve nos milieux naturels parce que on se rend compte que pour ceux d'entre nous qui ont un âge un peu plus avancé, que les endroits où on allait quand on était petit ont disparu ou ces endroits-là ont diminué ou leur qualité n'est plus aussi bonne. Donc, on est très conscient maintenant que les joyaux du milieu naturel qui nous restent deviennent d'autant plus des joyaux que les grains deviennent de plus en plus petits. Ah bien, il y a une grande mission de protection parce qu'on sait que si on n'est pas capable de conserver l'habitat des reptiles ou des animaux en général, bien, on a un sérieux problème, là. Les animaux ont besoin d'un habitat qui doit être protégé. Puis la Fondation Hydro-Québec en environnement nous permet de faire ça. Et alors, il y a des projets d'acquisition, comme par exemple dans les Laurentides, des projets d'acquisition dans les monts Sutton. Il y a beaucoup de projets de mise en valeur. On fait des acquisitions de terrain, en fait, qui ont une valeur au niveau du patrimoine naturel. Et puis, on a aussi une mission d'éducation. Donc, on fait beaucoup d'activités avec différentes clientèles scolaires, des camps de jour l'été, avec la clientèle grand public.
L'avantage qu'on a de développer des projets avec la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, c'est que la Fondation a le mandat de préserver des milieux naturels, mais aussi de faire des projets de conservation avec un volet éducationnel, un volet sensibilisation. Les gens qui veulent faire appel à la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement doivent croire en leur projet. Donc, c'est venu de la communauté. C'est les citoyens qui ont proposé ce projet-là parce qu'ils avaient compris que cet endroit-là, c'est un endroit important pour la conservation. La relation avec la Fondation Hydro-Québec en est une de collaboration puis de support. Ils sont là pour nous aider. On interagit, on se rencontre assez régulièrement. Puis s'il y a un aspect sur lequel on a besoin d'assistance ou de conseils, ils sont là pour nous aider, puis ça, on l'apprécie vraiment. La Fondation véhicule des valeurs qui sont importantes, pas seulement pour l'environnement, mais il y a des valeurs qui sont associées à une implication des communautés locales dans lesquelles les projets ont lieu, une volonté de développer des synergies entre ces différents acteurs. Ça peut être des organismes de conservation, ça peut être des municipalités, ça peut être des organismes qui ont une vocation un peu plus sociale ou économique ou communautaire. L'avantage d'un partenariat avec la Fondation, c'est qu'on a pu gagner de la visibilité et de la crédibilité aussi, je dirais, parce que maintenant, notre projet est vu sur le plan régional plutôt qu'au plan municipal. Why protect it? Partly as an example of the primeval landscape of our region. What did our ancestors see when they came here? The Aboriginal people, when they lived here, this was part of the fabric of the landscape. And if we lose that, if we don't have at least almost like an outdoor museum, that children can see those things, then we've lost part of our heritage. En fait, c'est notre survie, là. On protège parce que, quelque part, c'est notre avenir à nous sur cette planète qui est en jeu. On doit protéger parce que ça nous tient à cœur, parce que ça fait partie de qui on est, ça fait partie d'une identité qu'on essaye de développer. Et particulièrement au Québec et en Amérique du Nord, on est encore parmi les lieux où est-ce que c'est possible de protéger des grands territoires. In 1992, the government's committed to protecting 12% of the land surface. We're not at that goal yet in Quebec, but things like Hydro-Québec Foundation help move us toward that goal. It's not just the government or the foundation, it's all of us that have to work toward that goal. C'est la meilleure chance de succès, c'est quand c'est la communauté qui prend en charge ces projets-là, parce qu'il y a une passion, il y a un intérêt, il y a une volonté, puis il y a aussi, c'est des projets qui vont souvent durer à long terme, parce que justement les gens s'impliquent et tiennent à leur patrimoine. Si on n'avait pas mis en branle le projet de la mise en valeur de la tourbière du Bordelais, eh bien, il y aurait une rue à l'endroit où on est présentement. La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement a permis qu'on passe de l'idée du projet à sa réalisation. Les organismes, les municipalités, entre autres, ont souvent peu de ressources financières et humaines pour monter de tels projets. Et moi, ce que je conseillerais, c'est d'aller frapper à la porte de la Fondation d'Hydro-Québec pour l'environnement parce que, premièrement, il y a des ressources financières. Et aussi, il y a des ressources humaines qui t'aident, qui viennent t'accompagner dans la structure du projet. Ce sont des gens qui croient au bien fondé de la protection des habitats et de l'environnement. Autrefois, le bois partait de très loin. Il se rendait presque au bord de la rivière. On se trouve dans le boisé du parc Marcel Lorrain, qui est un des derniers écosystèmes naturels de l'arrondissement de Saint-Laurent.
Le cadre du projet, c'est de restaurer et de mettre en valeur ce milieu naturel-là et de le rendre accessible aux citoyens. Le financement que la Fondation Hydro-Québec nous a versé a servi à restaurer ce milieu-là, donc de planter des arbres, arbustes, herbacées, indigènes à l'écosystème québécois. Ça nous a permis aussi de créer des infrastructures d'accès pour les usagers. Je viens régulièrement. Je viens tous les jours depuis 3 ans. De voir arriver dans un parc comme celui-là, la famille, le papa, la maman avec les enfants, c'est quelque chose d'important pour nous autres. Ça montre que les citoyens se réapproprient le milieu et puis qu'ils en profitent. Le projet en cours, c'est la mise en valeur de la réserve naturelle des Montagnes Vertes. C'est un territoire qui est très grand. On y retrouve près de 5000 hectares, ce qui en fait le plus grand territoire privé protégé à l'est de la Saskatchewan. Il y a d'abord eu une grande mobilisation d'un paquet d'intervenants pour arriver à appliquer un statut de conservation sur ce territoire-là. De la municipalité aux organismes de conservation, à la population. S'il n'y avait pas eu le soutien de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, je pense pas qu'on aurait pu aller de l'avant avec le projet. Orignal, cerf de Virginie, ours noir, coyote, lynx roux. On a beaucoup de rapaces, la chouette rayée, le grand-duc d'Amérique, la buse à queue rousse et la buse à épaulettes. On retrouve une trentaine d'écosystèmes différents, que ce soit des forêts alpines, milieux humides, forêts mixtes. Comme le dit le statut, c'est une réserve naturelle, elle est protégée à tout jamais. On se trouve en ce moment à peu près au milieu de la baie de Rimouski. À quelques kilomètres, il y a l'île Sainte-Barnabé, l'île Canuel, donc on est très proche de Rimouski. L'espèce emblématique de la baie de Rimouski, c'est le grain-rond, puisqu'il y a une héronnière sur l'île Sainte-Barnabé. Il y a le canard noir qui est très abondant ici, et la bernache cravant également, accompagnée de la bernache du Canada, qui viennent en quantité assez importante parce qu'il y a un herbier aquatique qui les attire. La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement fait en sorte qu'on peut réaliser un projet de mise en valeur au moyen de causeries qui rejoignent directement la population sur le terrain. Avec nos panneaux d'interprétation, on cherche à promouvoir un code de conduite en randonnée dans les sentiers. On propose aux gens en fait, d'accorder une attention plus spéciale aux bandes littorales de végétation pour éviter qu'il y ait des sentiers improvisés et du piétinement abusé. Ça va être toutes les générations en fait, qui vont pouvoir après ça en profiter. Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB. Le Barrachon de Malbaie est un milieu humide côtier qui est séparé de la mer par une flèche littorale longue de 6 km. Au Barrachon de Malbaie, on peut observer des bernaches du Canada, des bernaches cravants, le grand héron également, des éders à duvet et aux alentours, on peut voir le busard Saint-Martin chassé dans les prairies. Toute cette richesse-là vient en fait grâce à l'ouverture dans la barre de sable, ce qui permet l'échange entre l'eau salée qui provient de la mer puis l'eau douce qui provient des rivières. La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement est un partenaire important pour conservation de la nature. On a créé des outils d'interprétation et des infrastructures qui permettent l'accès au site tout en limitant l'impact des activités. Le milieu est bien protégé et toujours en bon état. Mais les gens en sont plus conscients grâce à tous ces projets qui se sont déroulés au fil des ans. Sans l'aide de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, on n'aurait pas pu atteindre aussi rapidement une amélioration au niveau de la protection du Barrachon de Malbaie et de la Pointe Saint-Pierre. Bonjour, ici Jonathan Garnier, chef propriétaire de la Guilde culinaire et animateur de l'émission Ça va chauffer. Vous regardez CTRB Télé.